Avant de commencer la vidéo sur le Mach-E, je voulais vous adresser la parole. J'amène un point qui n'a jamais été amené sur le véhicule et qui est très controversé. Et je connais une partie du public qui est visée par cette vidéo, c'est-à-dire les grands fanatiques de véhicules électriques. Et je vais être bien franc, il y en a qui n'aiment pas qu'on dise des défauts sur des véhicules. Et ça va être le genre de situation où vous allez arrêter la vidéo, le dislike, commenter et quitter la vidéo. Avant de faire sortir votre haine et de quitter la vidéo, je vous inviterai à la place à écouter ce que j'ai à dire et d'en débattre dans les commentaires à la place. Je crois que ça serait beaucoup plus constructif ainsi. Salut, Charlie Pop pour Car Pop et aujourd'hui, le Ford Mustang Mach-E GT édition performance. C'est vraiment trop long comme nom, on va l'appeler le Mach-E. Donc, j'ai emprunté ce Mach-E à une de nos auditrices et grandes fans que je remercie d'ailleurs de me prêter. Et si vous voulez me prêter votre véhicule, je vous laisse le lien ici. Envoyez-moi un courriel avec la marque, le modèle et l'année du véhicule. Pas obligé que ce soit un véhicule neuf, là. Si vous me sortez un Saturn SL 1995, c'est sûr que je me pointe chez vous faire une vidéo, là. Donc, si vous voulez me laisser essayer votre véhicule, envoyez-moi un courriel. Donc, c'est quoi le Mach-E? Le Mach-E, c'est une sorte de sushi dont les algues sont enroulées à l'extérieur et le riz se trouve à l'intérieur. C'est pas le bon Mach-E, ça. Ça, c'est bon! Non, sérieusement, le Mach-E, c'est un VUS compact électrique et c'est le premier véhicule Ford à être entièrement designé en fonction d'être électrique. Ici, comme j'ai dit plus tôt, j'ai la version GT Édition Performance, qui est un maudit long nom après un long nom, qui est en fait la version sportive du véhicule, qui vient avec plus de puissance, une suspension recalibrée, des freins Brembo, bref, c'est prêt à aller sur la piste, cette affaire-là. On parle d'un prix d'environ 90 000 $ pour celui-ci. Aujourd'hui, on va faire le tour du véhicule, je vais vous donner mes opinions, et à la fin, on va s'asseoir et on va jaser prix. Ça aussi, c'est bon! Tout d'abord, avant de me lancer dans la présentation du véhicule, je vous préviens, ça va être une revue assez controversée parce que je vais être le premier à le dire, mais le Mach-E, c'est pas un VUS compact. Je suis désolé. Tout d'abord, la garde au sol est beaucoup trop basse. Un VUS compact, ça a environ 180 mm de garde au sol. Ici, on en a 135 et 145 pour la version non GT, donc la version régulière du Mach-E. On a des chiffres qui sont dans le fond extrêmement proches d'une voiture compacte. Pour vous donner une idée, une Corolla a 150 mm, c'est-à-dire 5 de plus que la version régulière. Et la moyenne des voitures compactes est de 140 mm. Ensuite, la longueur totale est dans les dimensions d'un VUS compact, mais le devant est excessivement long. Ce qu'il faut regarder, c'est la cabine. Et la cabine, on est plus proche d'un VUS sous-compact. Et pour vous le prouver, je n'ai amené un. Donc ici, on a le Mazda CX-30 qui est en fait une Mazda 3 déguisée en VUS. Et ici, on a le Mach-E. On peut voir ici que la cabine commence ici et se termine à peu près ici, évidemment. Et on peut voir que côté dimension, c'est la même chose pour le Mach-E. Le Mach-E est un petit peu plus long, mais pas tant que ça. Il ne faut pas oublier que le CX-30 est pas mal dans les plus petits de sa catégorie. Lorsqu'on compare les deux valises de chaque véhicule, le Mazda CX-30, on annonce environ 530 litres les sièges levés et environ 1280 litres les sièges baissés. Tandis que le Mach-E, on annonce environ 800 litres les sièges levés et presque 1700 litres les sièges baissés. Par contre, j'ai un test très spécial, j'ai appelé ça le test du ski. C'est quand je prends mes skis, je les mets dans une valise. Dans un VUS compact, mes skis vont arriver directement derrière le siège du conducteur et n'empièteront pas dans l'habitacle du conducteur. Comme vous pouvez voir, mes skis arrivent à côté du conducteur et vont empiétrer dans son espace de vie. À ce moment-là, il faut mettre les skis en diagonale. Ne laissez jamais vos skis de même. En cas d'accident, vous allez vous faire déchiqueter par vos skis. Quant au CX-30, on a le même problème. On arrive à peu près à la même place, un petit peu plus long. Le CX-30 a une valise un petit peu plus courte. Donc, en conclusion, le Mach-E a un habitacle plus près d'un VUS sous-compact que d'un VUS compact. Donc, au final, c'est quoi de bord le Mach-E? C'est une voiture compacte. Tout simplement.
c'est une hatchback. Maintenant que les vraies choses ont été dites, commençons notre tour d'horizon. Le Mach-E, spécialement en version GT, ben ça a vraiment de la gueule. Le Mach-E, je le trouve vraiment joli. Premièrement, le capot est très racé, très musclé, c'est vraiment beau. Les phares avant sont vraiment jolis, sont inspirés de ceux de la Mustang, mais sont plus arrondis pour augmenter le profil aérodynamisme. On a une fausse calandre noire qui vient vraiment augmenter le look musclé, qui est exclusive à la version GT. Sinon, on a juste un genre de contour noir comme sur le Solterra. Et le GT est équipé d'une bavette qui est vraiment jolie. Ça vient vraiment donner un look excessivement sportif. Et on a des fausses calandres qui vont venir s'ouvrir en cas de besoin. Ça, on va voir, ça va te faire avec les années. Le pare-choc aussi est doté d'une genre de trappe d'air juste là, qui vient donner un look sportif, mais cette trappe d'air est fausse. L'air va s'écouler sur le côté du véhicule. Et on a bien dissimulé une caméra juste ici afin de voir ce qui se passe en avant. On a le mode caméra à l'intérieur qui, je ne sais pas pourquoi, ne fonctionne pas. Sur le côté du Mach-E, on a des ailes élargies, encore une fois, pour accommoder des pneus plus larges, qui vient vraiment donner un look vraiment génial au profil du véhicule. Sinon, ben, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de poignée de porte, on va en parler dans quelques instants. Sinon, le côté du véhicule est vraiment épuré. Et vraiment, je trouve ça joli. Ça lui donne un petit look futuristique et en même temps, ben, c'est vraiment bon pour l'aérodynamisme. Sur le côté, on a la trappe pour charger le véhicule. Donc, on a la prise régulière et la prise pour charge rapide. La charge rapide, ça prend environ 10 minutes pour aller chercher pas loin de 100 km, 59 000 exactement. Je vais avoir le vrai chiffre en bas. Et pour passer de 10 à 80 %, il faut compter environ 45 minutes. Ce que j'aime beaucoup du Mach-E, c'est qu'on a voulu donner un look coupé, un peu comme la Mustang, un look fastback, mais on ne voulait pas empiétrer sur la qualité de vie à l'intérieur. Donc, on a le vrai toit ici, qui est peinturé en noir, et ça le camoufle, et je trouve ça vraiment joli. C'est ma partie préférée du design du Mach-E, je trouve ça excessivement intelligent. Pour ouvrir la porte, le Mach-E n'a pas de poignée. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait? En fait, il y en a une ici. Dans le fond, on appuie sur le bouton, et la porte s'ouvre tout seul et ensuite on utilise la petite poignée pour l'ouvrir et on peut s'asseoir. Quant aux portes arrière, on a encore une fois le petit bouton à la même place, mais on n'a pas de poignée. Ford dit que la plupart des gens mettaient leurs mains là pour l'ouvrir, alors Ford s'est dit on ne mettra pas de poignée et voici et voilà. Malgré le fait que je vous ai démontré que le Mach-E est une hatchback, vous avez remarqué que le véhicule est quand même assez haut. Et je vais vous expliquer pourquoi à l'instant. La raison est bien simple, la batterie. Avez-vous déjà vu un pilier aussi gros que ça? C'est énorme. C'est à cause de ça qu'on a un profil aussi haut. Sinon, on aurait un véhicule qui pourrait être beaucoup plus plat. C'est une caractéristique de tous les véhicules électriques. Par exemple, la Polestar, qui est une berline, la Polestar 2, elle a l'air très haute. Plusieurs autres modèles ont l'air très très haut. Le Solterra que j'ai essayé il y a quelques semaines a l'air très haut et c'est à cause des batteries. Parlons roues maintenant. On a du 245/45 R20 sur le modèle GT. C'est une grosseur exclusive à cette version-là et on a d'ailleurs des roues exclusives avec des freins Brembo. Le gros défaut de ces pneus-là, c'est que ça coûte un bras à changer. Étant donné que c'est le modèle GT, donc de performance, on a des Pirelli P0, ce qui dure environ un été. Fait que, tu sais, d'habitude, un véhicule électrique, ça coûte pas cher d'entretien, là. Ben là, le montant que vous voyez, là, c'est à chaque été. Ouch! C'est sûr, on pourrait mettre des pneus de non-performance et sauver sur le coût, mais on achète la version GT dans le but d'avoir un véhicule de performance, donc ça fonctionne pas. À l'arrière du Mach-E, on a les fameux phares de la Mustang, donc 3 lignes, et c'est un clignotant qui est progressif, donc clac, 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 clac. Ça, c'est ma simulation de clignotant. On a le look fastback, c'est vraiment joli, et on a un genre de becquet qui est vraiment beau. On a aussi un déflecteur en dessous pour venir donner un look sportif. C'est vraiment joli, c'est encore une fois épuré, j'aime bien ça. Un petit bémol, l'essuie-glace, c'est trop petit à l'arrière. Aujourd'hui, il neige, j'ai pu le tester. On aimerait ça avoir un essuie-glace un peu plus grand, peut-être le faire partir de plus haut et qui vienne descendre à la place, ça serait vraiment cool. Pour les places arrière dans le Mach-E, ben j'ai beaucoup d'espace pour les jambes. C'est vraiment réussi là-dessus. Par contre, pour la tête, c'est juste. Quelqu'un d'un petit peu plus grand que moi va avoir de la misère. Je mesure 6 pieds. Une chance qu'on a ce genre de faux toit à l'arrière qui vient vraiment aider. Au centre des places arrière, j'ai 2 bouches d'aération et les prises USB. Sinon, j'ai pas grand-chose. J'ai une fenêtre électrique, des porte-gobelets. C'est tout. Ça manque un peu d'équipement vu le prix qu'on a.
La présentation intérieure est vraiment réussie, les choix des matériaux et l'assemblage est réussi aussi. Par contre, la qualité de l'habitacle n'est pas à la hauteur du prix demandé. Dans la Mackie GT, on a des sièges baquets au look très sportif et qui offrent un excellent support sans être inconfortable. Souvent, les sièges baquets, ça sert les personnes de mon gabarit, mais ici, on n'a pas ce problème-là. Là-dessus, Ford a fait un excellent travail. L'écran ici est très simple. Tout ce qu'elle donne, c'est la vitesse, quelques petites informations sur les assistances de conduite, l'autonomie, etc. Pour le reste, c'est assez simpliste. Tout se passe dans le gros écran. L'écran central est gigantesque. On a 15,6 pouces. On a beaucoup de choses, mais c'est super facile à utiliser. Dans le fond, toute la portion du haut ici, ça sert à aller dans les applications. Donc, pour aller dans les applications, on appuie sur le petit bouton ici. Et on a plein de choix, radio, navigation, etc., etc. On a même le mode sketch qui donc nous donne accès à une planche de dessin qui est vraiment cool. Sinon, dans le bas, on a toutes les applications qui ont déjà été utilisées. C'est vraiment cool, encore une fois. C'est super pratique. Et sinon, tout à fait en bas, on a tout ce qui est contrôle de climatisation. C'est un peu bas. On perd les yeux de la route. Quelque chose qui est génial, on passe la petite fan ici et hop, ça l'apparaît. Et là, on utilise notre doigt pour augmenter ou baisser la vitesse des fans. On peut appuyer sur le bouton off ou sinon, on peut appuyer ici pour l'augmenter tranquillement. On a plein de façons de s'en servir. Vraiment, n'importe qui va se retrouver avec ce système-là. Ça prend 5-10 minutes d'adaptation seulement. Ça va très bien. Pour avoir accès aux différentes fonctions et modes de conduite du véhicule, il faut appuyer sur le petit Mackie dans le coin. Et voilà. Donc là, on a accès au mode de conduite, aux caméras, aux assistances à la conduite. D'ailleurs, parlons-en des différents modes de conduite. On a le mode Whisper, qui est le mode conduite de tous les jours. Et Whisper, ça signifie chuchotement. C'est exactement ce que tu ne veux pas entendre en arrière de toi quand tu es tout seul dans ton auto. Ensuite, on a le mode Engage, qui lui est un mode de conduite plus sportif, sans pour autant être le mode sport. Donc, on va avoir des accélérations plus vives, un volant un petit peu plus dynamique, mais on n'aura pas nécessairement le maximum de potentiel niveau performance. Pour avoir le maximum des performances du véhicule, il faut aller en Unbridled, qui est vraiment le mode sport. Ça vient raffermir la suspension, la direction devient très lourde et on a le maximum possible de performance qu'on peut avoir. Ça fonctionne très bien côté mode de conduite. Il y a un petit délai d'adaptation, mais c'est normal parce qu'il se passe beaucoup de choses. Lorsqu'on appuie sur caméra, il ne se passe rien. J'ignore si c'est un problème avec le véhicule ou si le mode caméra est là pour d'autres modèles de véhicules à suivre. Au centre, on a vraiment beaucoup de rangements. On a le pad ici qui est pour recharger notre cellulaire sans fil. On a aussi 2 prises si jamais. On a les porte-gobelets. On a, juste en dessous de ça, un énorme espace de rangement pour encore mettre plus de choses. C'est vraiment génial. Sinon, au centre, on a la roulette pour les changements de vitesse, le frein à main, les hazards et le bouton ici, qui est un système de stationnement automatique qui va stationner la voiture tout seul. C'est vraiment cool. Le volant est recouvert de simili-cuir et possède une multitude de boutons pour nous aider à ajuster, par exemple, le volume, changer de chanson, tout comme les aides à la conduite, le cruise control, les choses comme ça. Donc, un volant qui se démarque pas vraiment d'aucun véhicule, mais qui fait un excellent travail. Pour ouvrir la porte, c'est bien simple. On tire ici. Et voilà, ça se débat. Et là, vous avez le bruit qu'on a quand on laisse le véhicule en marche et que la porte est ouverte. C'est un peu stressant, en fait. Sous le capot de la Mackie, on trouve aucun V8. Par contre, on remarque qu'on a un espace cargo. C'est très pratique, comme vous pouvez voir. La propriétaire a mis ses sacs d'épicerie, son windshield washer et toutes sortes d'accessoires, une trousse de survie en cas d'accident. Toutes sortes d'accessoires, c'est très pratique. Donc, pour les mécaniques du Mackie, il y a beaucoup d'informations. Je vais essayer de faire du mieux que je peux, mais les vrais chiffres vont être écrits en bas. Donc, on a 2 batteries, 75,7 kW et 98 kW, et on est offert en 2 roues motrices ou 4 roues motrices. Dans le 2 roues motrices, on tombe propulsion. On parle de 266 chevaux, 317 livres de couple, et en option, si on prend la batterie long range, on tombe à 290 chevaux. La batterie long range étant la 98 kW. Si on est dans le 4 roues motrices,
avec la batterie de 75,7 kW, on tombe à 290 chevaux, 428 livres de couple, donc ça commence à déménager. Ici, avec la batterie 98 kW, on garde le même nombre de couples et on tombe à 346 chevaux. Ici, comme j'ai dit plus tôt, on a la version GT qui est la version de performance. Donc, on a la batterie 98 kW et on a attaché votre tuque 480 chevaux, 634 livres-pieds de coupe à 0 RPM. C'est excessivement performant. Côté autonomie, je vais vous faire un tableau parce que c'est vraiment compliqué. C'est aussi compliqué que les mécaniques. Pour la version GT, on annonce 418 km d'autonomie, moins que d'autres versions, puisqu'on a des moteurs plus puissants. Aujourd'hui, il fait moins 5, il neige, j'avais 337 km d'autonomie et c'est un reproche que beaucoup de gens font la version GT. Personne n'était capable d'aller chercher le 418 km d'autonomie annoncé. La version GT a des gigantesques freins Brembo 4 coins et a une suspension adaptative aux 4 coins qui est exclusive à cette dernière. On va en reparler durant l'essai routier. D'ailleurs, on part dès maintenant. Conduire le Mach-E. Premièrement, la visibilité, elle est excellente. Je dirais que les angles morts sont un peu gros, mais sinon, tout est beau, rien à dire dessus. Les miroirs sont un peu petits. On aimerait probablement ça, avoir des miroirs un peu plus gros. Sinon, à l'avant, c'est super. On voit très bien le capot, on voit où ça finit. Latéralement aussi, c'est très bon. Donc là-dessus, aucun problème. Ensuite, l'insonorisation est très bonne. On est encore une fois, comme j'ai dit plus tôt, dans du premium côté insonorisation. On n'a pas le même niveau d'insonorisation que par exemple dans le Lexus NX que j'ai essayé il y a quelques semaines. Mais c'est très bon, c'est bien insonorisé. On entend très peu les bruits de la route, très peu la mécanique évidemment parce que c'est électrique. Donc l'insonorisation c'est très bon, pas beaucoup de bruit de vent non plus. Parlons suspension maintenant. La suspension dans le Mach-E GT, eh bien, ça brasse beaucoup. On sent, regardez, on sent toutes les imperfections. Ça, c'était une petite bosse. On sent tout. Je le sais que la version normale n'a pas ce problème-là, mais la version GT, ça brasse. C'est assez désagréable. En conduite de tous les jours, le volant, c'est très léger, c'est très maniable. Ça se conduit comme à peu près n'importe quel SUV. Sinon, les accélérations pour la vie de tous les jours, il n'y a rien à dire. Ça accélère beaucoup. Même quand on ne veut pas accélérer vite, ça l'accélère quand même très vite. C'est très, ça a beaucoup de réponses. Maintenant, on va enlever le mode oui se perd et on va se mettre en mode Unbridled, qui est le mode sport. Je vais niquer la race. Oh shit! OK! Ça accélère énormément. Je dirais un 0-100 à peu près dans les environs du 4 secondes. C'est très rapide. On a eu aussi un faux bruit de moteur. Ça, c'est un petit peu... c'est pas à mon goût, mais il y en a qui aiment ça. C'est très rapide. Le monde à l'intersection, ils ont dû rester bouche bée. Passé 120 km/h, les accélérations se calment énormément. Par contre, en mode Unbridled, on sent que le véhicule perd son souffle. Donc, littéralement, on passe de écrasé dans le banc à « Ah, OK, c'est beau ». On sent que le véhicule s'essouffle, c'est normal, c'est une caractéristique commune des véhicules électriques. En virage en mode sport, la direction, elle nous donne un effet de précision qu'on n'avait pas en mode normal. On avait même une impression que c'était un peu vague. Mais en mode sport, c'est très précis, c'est très ferme, c'est très lourd. Par contre, on sent pas la route à travers cette dernière puisqu'elle est électrique. Virage, on sent vraiment par contre que le poids est présent. C'est excessivement lourd comme véhicule. On sent tout le poids se transférer malgré le centre de gravité qui est très bas. On le sent que ça pèse 2 tonnes. Vraiment, là, on le sent que ça pèse 2 tonnes 2. C'est lourd. On n'a pas aussi la capacité d'entrer en virage aussi vite qu'une voiture légère. Par contre, la tenue de route est excellente et on peut vraiment accélérer en virage grâce au système de torque vectoring et aller récupérer la vitesse qu'on a perdue en entrée. Donc le freinage est excellent, ça freine énormément. Par contre, il y a un moment entre le moment où on appuie sur la pédale et le moment que le freinage se produit. Ça crée une certaine insécurité au début et ça nous pousse à appuyer plus fort. Et quand le freinage va rentrer, ben ça rentre. On a des Brembo 4 coins, ça freine énormément. En conclusion, pour la vie de tous les jours,
Le Mach-E, ça va très bien, mis à part la suspension qui est beaucoup trop raide sur la version GT. Par contre, pour la vie de tous les jours, je dirais que l'expérience mériterait d'être rehaussée vu le prix demandé. Il y a des véhicules qui ont des expériences de conduite beaucoup plus intéressantes à mon avis pour le prix. Quant au mode sport, ben c'est très performant, mais ça manque de pistes sur le steak. On a vraiment l'impression de conduire une grosse montagne russe plutôt que de conduire un véhicule à caractère sportif. La conclusion de ce controversé essai du Mach-E. Tout d'abord, j'aimerais revenir justement sur la partie controversée et revenir sur l'espace cargo. Je regardais ça avec un de mes amis qui était là, qui est un gros fan de voitures lui aussi, et on regardait les dimensions de l'espace cargo et on se posait vraiment des questions parce qu'on le comparait avec le CX-30 qui annonce 400 litres d'espace cargo de moins et on trouvait ça excessivement similaire. Donc, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai trouvé cette photo. Est-ce que les dimensions de cette photo-là sont bonnes? Je l'ignore, j'ai pas pu vérifier, mais si je prends la largeur totale, le 110 cm, que je prends la longueur totale et la hauteur totale pour ce qui est de l'espace cargo, et que je fais un gros cube et que je calcule l'air de ça, je devrais obtenir un résultat supérieur à ce que Ford annonce, mais relativement proche. Et en le faisant, ben, j'arrive à 703 litres, ce qui ne fonctionne pas. Je suis loin des dimensions que Ford annonce et je serais supposé avoir un résultat plus grand, mais j'ai un résultat infiniment plus petit. Ensuite, je l'ai faite à partir, on a la dimension du dossier, 54 cm, qu'on peut additionner à la longueur de la valise et obtenir le résultat si on avait des sièges baissés, toujours en faisant un genre de gros cube, et on arrive à 1190 litres, ce qui est extrêmement en deçà de ce que Ford annonce. Donc, je remets en question les dimensions d'espace cargo que Ford annonce. La controverse que j'ai amenée, c'est une réalité qui est de plus en plus présente sur le marché. On fait de plus en plus des SUV bas et de petits formats, et on nous vend ça comme des SUV avec des prix très élevés. Ben, des prix de SUV en gros, mais au final, c'est des voitures compactes. Je peux vous donner des exemples à essence électrique. Hyundai Kona, le Mazda CX-30 qui était là, Kia Niro qui est la même chose que le Kona. C'est une mode qui pogne beaucoup en ce moment, mais moi je trouve que c'est un gros manque de respect pour les clients, donc un gros manque de respect pour vous. Et je suis pas capable de concevoir qu'un constructeur va demander beaucoup plus cher en nous disant que c'est un VUS, mais qu'au final on nous donne à peu près rien de plus à part la traction intégrale. Rendu là, mettez donc la traction intégrale sur vos voitures. Maintenant, parlons prix. Tous les prix que je vais donner, c'est taxes incluses et subventions incluses lorsque ça s'applique. La version de base, le Select, a le droit à une subvention du gouvernement de 7 000 $. C'est la seule version du Mach-E qui a le droit à la subvention. On commence pour la version Select, incluant la subvention du gouvernement, à 61 000 $ et avec la version 4 roues motrices, 64 500 $. Si vous recherchez un VUS, on est, en termes d'équipement, comparable à un SUV compact milieu de gamme. Donc, si vous recherchez un VUS compact milieu de gamme, attendez-vous à payer 40 à 45 000 pour exemple, un RAV4, un CR-V, etc., etc. Donc, on a une différence d'environ 20 000 $, ce qui fait environ, avec l'entretien des véhicules, autour de 125 à 130 000 km en essence. On a le Subaru Solterra que j'ai fait l'essai récemment et qui, à date, passe plus ou moins la fait qu'on ne peut pas recharger rapidement à moins 20. Les gens n'aiment pas ça. Et ça a l'air que le chauffage est so-so quand il fait très froid. À suivre. Mais le Solterra, avec un équipement proportionnel, est environ 53 000 $ et 4 roues motrices, donc 11 500 $ de moins que le Mach-E 4 roues motrices. Ensuite, on a le Mach-E Premium, qui est la version avec les petites batteries, mais pas mal tout équipé. Quelques petits différents équipements, rien de majeur. Mais là, les prix bondissent de façon phénoménale. On est à environ 85 000 pour un 2 roues motrices et 90 000 pour le 4 roues motrices. C'est vraiment dispendieux. Encore une fois,
tout VUS compact, tout équipé. On peut aussi aller dans les VUS de luxe. Je pense au Lexus NX que j'ai essayé l'autre jour, que vraiment, on va avoir plus d'espace. On va être quand même assez économique. On fait du 6 litres au 100 environ. Alors vraiment, c'est un pensez-y fort. On peut aller dans les, comme je disais, dans les VUS de luxe. Et de luxe branchable aussi. Ensuite, une coche au-dessus, on a le Mackie California. Là, on tombe avec les batteries long range de 98 kW. Le California est seulement offert avec la traction intégrale et commence avec les taxes à 101 000 $ pour une voiture compacte. Donc, encore une fois, côté VUS, si vous voulez vraiment un VUS, n'importe quel VUS compact, tout équipé, n'importe quel VUS de luxe compact, tout équipé, branchable. Finalement, la version qu'on a essayée, le Mackie GT Édition Performance, c'est vraiment cher. Ça commence à 114 000 $ avec taxes. C'est vraiment beaucoup de sous. On a toujours les VUS compacts, tout équipés, etc., etc. Mais on a aussi des véhicules qui, côté prix, s'en rapprochent beaucoup, qui vont être un petit peu plus dispendieux, mais qui vont en offrir plus. Donc, mon verdict pour le Mackie, ben, comme j'ai dit, c'est une hatchback déguisée en VUS. Résultat, ben, on a des prix de VUS, mais on se retrouve avec une hatchback, ce qui fait que le véhicule est trop dispendieux pour ce que c'est. Est-ce que c'est un mauvais véhicule? Non, c'est juste trop cher. Et mon verdict final, en gros, c'est si vous faites 35-40 000 km par année, ben allez vous chercher un Mackie, vous allez récupérer sur l'essence tellement rapidement que ça va valoir la peine, et aussi l'entretien, évidemment. Mais sinon, ben, il y a beaucoup mieux sur le marché et l'équivalent à essence est beaucoup moins dispendieux